Pendant 4 ans, de 1914 à 1918, l'Europe a-t-elle voulu se suicider? En 1914, les Allemands ont attaqué. La guerre s'est propagée, comme la mort avec sa faux, sur l'ensemble de la planète. Mais surtout en Russie, en Belgique, en Italie, en France, au Proche-Orient, dans les Balkans. La Première Guerre mondiale a été un massacre pour l'humanité, un crime immense. 10 millions d'êtres humains sont morts. Rien qu'en France, un quart des hommes de 20 ans a été tué. En 1915, un soldat anonyme ose filmer la corvée de cadavres. En 1916, un survivant de la bataille de Verdun écrit « Ils ont fini par tuer aussi mon émotion. » Les veuves, les orphelins, les mères désespérées se comptent par millions. Mais le 11 novembre 1918, Madame Diaz, à Bourges, dans le centre de la France, apprend le cessez-le-feu. L'armistice vient d'être signé. C'est le clairon Pierre Sellier qui a le premier annoncé la fin des combats. Cela faisait 1562 jours qu'ils attendaient ce moment. Ils s'improvisent une sépulture pour le dernier obus de la guerre. 1 milliard d'obus ont été tirés. Chaque obus a représenté une centaine d'euros. La Première Guerre mondiale a coûté l'équivalent de 5000 milliards d'euros. Ces hommes et ces femmes du 11 novembre 1918 rêvent à un autre monde, plus juste, où leurs enfants seront plus heureux. L'un des plus grands esprits du XXe siècle, l'écrivain autrichien Stefan Zweig, écrit « La guerre était finie, mais elle n'était pas finie. Seulement, nous ne le savions pas. » Tous les soldats de l'Empire britannique, les Américains, les Français et les soldats de leurs colonies, les Belges, les Italiens, les Portugais, les Serbes, les Roumains, les Russes et tant d'autres ont terrassé l'Empire d'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, ancêtre de la Turquie. La guerre est gagnée. La foule entend les chefs marteler que c'est la victoire du camp du bien. Le romancier populaire Albert Simonin est témoin de cette liesse générale. Il écrit « Dans la foule, les ouvrières et les dames à chapeau étaient mêlées dans les embrassades, les pelotages, les mains aux fesses, les explorations de corsage, le bouche à bouche. Tous pensent que c'est la fin de ce qu'ils appellent la der des der, la dernière des guerres. Le soldat Louis Barthas écrit « J'étais libre, j'échappais enfin aux griffes du militarisme, à qui je vouais une haine que je vais inculquer à mes enfants, à mes amis, à mes proches. Je leur dirai que la patrie, la gloire, l'honneur militaire ne sont que des mots, destiné à masquer ce que la guerre a d'effroyablement horrible, laid et cruel. » Vainqueurs ou vaincus, les grands empires vont-ils survivre?
La guerre a tellement tué. Elle a exacerbé les volontés d'indépendance. L'Empire britannique est déchiré depuis 1916 par les attentats des Irlandais qui font encore partie du Royaume-Uni. Les Anglais montrent des Irlandais que Londres qualifie de rebelles. Attachés au drapeau du Royaume-Uni, le seront-ils encore longtemps? Les vaincus implosent. L'Empire d'Autriche-Hongrie est aussi en proie à la fièvre d'indépendance de tous ses peuples. Les Tchèques, les Slovaques, les Croates, les Slovènes veulent leur État, en comptant sur le soutien de l'Amérique. Le président des États-Unis, Wilson, a gagné la guerre et veut maintenant gagner la paix. Il a promis ses indépendances en proclamant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Wilson veut donner à chacun le droit de pouvoir choisir sa nation, ses frontières, son régime. Les empires s'effondrent. Les peuples se révoltent. Les rois s'enfuient. Charles Ier, le dernier empereur d'Autriche-Hongrie, et sa belle princesse Zita abandonnent leur palais pour un exil beaucoup moins glorieux. Le maître de la Turquie, le sultan Mehmed VI, laisse démembrer l'Empire ottoman et sur ses décombres, le monde arabe entre en scène. Ceux qui ont résisté rentrent en héros. En Belgique, le roi chevalier Albert Ier, avec Élisabeth, d'origine allemande, mais devenue pendant la guerre la reine infirmière, sont acclamés par leur peuple. Albert Ier accorde le suffrage universel aux hommes. Ce 11 novembre 1918, les Belges, occupés pendant 4 ans, font éclater leur joie. Ils rendent hommage à leurs libérateurs, les Canadiens, principaux vainqueurs de l'offensive des 100 jours, la dernière bataille de la guerre, qui rajouta 2 millions de blessés et de morts au massacre. La guerre semble s'être figée d'un seul coup. En Flandre, des Écossais découvrent un train allemand avec des milliers de grenades à manche. Dans le nord de la France, les Allemands sont partis en laissant un spectacle d'apocalypse. Ils ont détruit, méthodiquement, les usines et leurs machines. La vie renaît depuis l'armistice. Les chiffres qui l'entourent frappent. 11 novembre, à 11 h, le 11e jour du 11e mois. Mais qu'est-ce qu'un armistice? Ce n'est pas la paix, juste une suspension des combats avant de conclure un traité, ce qui s'annonce difficile. Le romancier Henri Fauconnier écrit à sa fiancée: « Je crains qu'on ne soit guère plus près pour la paix qu'on ne l'était pour la guerre. Nous entrons dans la période la plus critique. Heureusement que nous sommes vainqueurs. » Mais les Allemands se sentent-ils vraiment vaincus? Ils doivent évacuer la Belgique et le nord de la France qu'ils occupaient depuis 1914 jusqu'à la rive gauche du Rhin, en abandonnant surtout l'Alsace et la Lorraine. Quelques jours plus tard, une manifestation symbolique est organisée à Paris, place de la Concorde, avec le mouvement d'extrême droite, l'Action française. Des poilus, des soldats des tranchées, répandent de la terre d'Alsace pour saluer son retour à la France. L'Alsace avait été perdue en 1870 avec une partie de la Lorraine à la suite d'une guerre désastreuse avec l'Empire allemand. En Alsace de nouveau française,
les anciens combattants, vaincus 50 ans plus tôt, montrent leur fidélité à la France. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français. Vous avez pu organiser la plaine. Et le drapeau français est embrassé par les écolières en costume traditionnel et leur mère. Vous ne l'aurez jamais. Tous ne partagent pas cet enthousiasme au retour des Français. L'administration allemande avait plus protégé les catholiques que la République française anticléricale. Et beaucoup d'Alsaciens étaient satisfaits de l'efficacité et de l'ordre germanique depuis un demi-siècle. Mais personne ne leur demande leur avis. Le président de la République française, Raymond Poincaré, est lorrain. Lorsque le chiffre des pertes humaines a dépassé, dès 1914, tout ce que la France avait connu, Poincaré aurait dû tout faire pour arrêter ce qui allait devenir la plus grande boucherie de l'histoire. Mais toutes les tentatives de paix ont échoué parce que l'Allemagne voulait garder l'Alsace et la Lorraine. Et l'hécatombe a continué. Les Allemands rentrent dans leur pays en bon ordre et avec le sourire. Ils vont pourtant retrouver une Allemagne profondément bouleversée. Leur empereur, Guillaume II, qui avait déclaré la guerre à la France en 1914, vient d'abdiquer et de partir pour un exil confortable aux Pays-Bas. Son départ est l'une des conditions de l'armistice, humiliante pour les Allemands. Guillaume II n'est pourtant pas le seul responsable du crime de la guerre. Dans leurs villes et leurs campagnes, les soldats allemands sont follement acclamés. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir perdu la guerre. Pour eux, l'armistice est un coup de poignard dans le dos. Une amertume que le caporal Adolf Hitler saura exploiter. Les combattants se sentent trahis par les hommes politiques qui ont pris le pouvoir et proclamé la République, comme le socialiste Philipp Scheidemann. Rosa Luxembourg, la révolutionnaire marxiste allemande, endoctrine les démobilisés. Elle proclame: la société bourgeoise se dit l'ordre, la paix et l'état légal, alors qu'elle patauge dans le sang. Elle est souillée, déshonorée. La révolution russe, elle, a sauvé l'honneur du socialisme international. En Russie, Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir et instauré la terreur rouge pour éliminer les anticommunistes dans une guerre civile sanglante. Les bolcheviks, dans leurs films de propagande, montrent des prisonniers, parmi lesquels des combattants anglais, français, américains, venus aider les armées anticommunistes. Lénine dénonce cette intervention étrangère dans un enregistrement unique. Les appels de Lénine exaltent toute une jeunesse, en Russie et en Europe. En Hongrie, la révolution gronde aussi. Des communistes ultra-violents, les Léninfjuk, les enfants de Lénine, feront en quelques semaines près d'1 millier de victimes. Financés et organisés par les Russes, ils ont comme consigne: faites de la charpie des contre-révolutionnaires, étouffez-les dans leur sang avant qu'ils n'étouffent la révolution. Une intervention alliée
mettra fin à leur délire sanglant et à leur vie. Fin 1918, l'Europe centrale est en feu. Après la Russie et la Hongrie, l'Allemagne. Les communistes se lancent à l'assaut. Ils se font appeler spartakistes, comme les esclaves révoltés de l'Antiquité. Pour lutter contre eux, les corps francs, des groupes paramilitaires, des volontaires recrutés dans l'armée, qui matent les révoltes communistes et exécutent les chefs, comme Rosa Luxembourg. Certaines familles allemandes ont encore la nostalgie de la guerre. Mais la plupart souhaitent le retour à la paix et à la prospérité. Mais quel destin attend leur fils, 20 ans plus tard, à la bataille de Stalingrad, dans les neiges de Russie? Quel destin attend cette famille juive? Le 1er décembre 1918, les forces alliées, conformément aux conventions d'armistice, entrent en Allemagne pour occuper toutes les régions autour du Rhin. Le Rhin, la frontière naturelle, la vallée de toutes les invasions, le symbole même de la confrontation entre la France et l'Allemagne. Beaucoup d'Allemands accueillent les troupes françaises avec soulagement. Tout vaut mieux que le chaos. Mais très vite, le ressentiment et l'hostilité vont prendre le dessus. Parmi ces enfants allemands, le futur metteur en scène Max Ophüls raconte dans ses mémoires son émotion, ses larmes, de voir les soldats français se conduire avec maladresse et brutalité. Des soldats africains sont accusés de viol. En 1940, les Allemands se vengeront cruellement sur leurs prisonniers des troupes coloniales françaises et Hitler fera stériliser les enfants métis nés de ces unions. Dans cette occupation alliée de 1918, les Allemands n'aiment pas beaucoup non plus l'armée britannique, dont font partie les Canadiens qui n'ont qu'une envie, retourner à Winnipeg ou Montréal. Ce long conflit a fait naître chez les Canadiens un profond sentiment national face à l'Empire britannique auquel ils appartiennent encore. La situation est très différente pour les 100 000 Américains déployés sur les rives du Rhin. Les Samis, les soldats de l'oncle Sam, sont beaucoup plus populaires. L'un d'entre eux écrit « Nous nous étions battus contre les Krauts, les choucroutes comme on les appelait. Mais ils n'avaient pas envahi les États-Unis et New York n'avait pas souffert. Nous n'avions pas de volonté de revanche. Tout ce que nous voulions, c'est la paix. Et bon nombre d'entre nous étaient d'origine allemande. » Noël 1918 approche avec l'annonce d'un événement historique. L'arrivée en Europe du premier président des États-Unis qui soit jamais sorti du continent américain, Woodrow Wilson, accompagné ici de Franklin Roosevelt, alors sous-secrétaire à la Marine et futur président. Wilson vient participer à la conférence de la paix. Il arrive à Paris le 14 décembre 1918 avec son épouse Edith, l'arrière-arrière-petite-fille de la princesse indienne Pocahontas. L'accueil des Parisiens est triomphal. Wilson dit « Nous allons faire pour vous un monde dans lequel il fera bon vivre, au milieu duquel toutes les nations pourront profiter de l'héritage de liberté que la France, l'Amérique, l'Angleterre et l'Italie ont si chèrement payé. » Le futur dirigeant communiste Marcel Cachin écrit dans son journal L'Humanité. Wilson touche profondément le prolétariat.
Il est le seul à avoir trouvé le langage de la bonne volonté et de la justice. Wilson a 62 ans. Avocat puis président d'une grande université, il est élu en 1912 sous la bannière du Parti démocrate, puis réélu en 1916 grâce au slogan « Wilson nous maintient en dehors de la guerre ». Mais une fois au pouvoir, il fait au contraire entrer son pays dans le conflit. Dès janvier 1918, il pose les bases d'une paix en 14 points qui se résument à un vaste programme de libéralisme économique et politique et la création d'une Assemblée des Nations pour empêcher les guerres. À Paris, il va se retrouver face à un autre monstre de la politique, le chef du gouvernement français, Clémenceau, 77 ans. Devenu chef du gouvernement au pire moment de la guerre, il a mené le conflit d'une main de fer, malgré son grand âge. Surnommé le Père la Victoire, ou le Tigre, il ne veut qu'une chose, passionnément, humilier et faire payer à l'Allemagne des réparations pour les destructions qu'elle a infligées à la France. Les anglo-saxons craignent que cela ne ruine les vaincus et les pousse dans l'extrémisme rouge, le bolchevisme et la guerre civile, comme en Russie. Le 3 janvier 1919, Wilson, après avoir passé les fêtes avec le roi d'Angleterre, rend visite au roi d'Italie, Victor Emmanuel III, à Rome. Le but de sa tournée européenne, c'est de gagner en popularité et défendre sa doctrine qu'il baptise le programme de la paix du monde. Et surtout, il veut imposer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Wilson est conforté par l'enthousiasme des Italiens, alors qu'il le fait pour la victoire, pas pour ses idées. Les mouvements nationalistes redoutent que ce droit des peuples n'entraîne des pertes de territoire. L'un de leurs plus actifs militants est le journaliste Benito Mussolini. Le futur dictateur traite Wilson de bandit de la plutocratie internationale. Et Wilson se retrouve le 18 janvier 1919 à Paris pour cette conférence de la paix qui doit mettre un point final à la Première Guerre mondiale. Fonder un nouvel ordre européen, établir de nouvelles règles internationales. Même si 27 nations sont représentées, seuls comptent avec Wilson les autres vainqueurs de la guerre, les 4 grands de l'époque. Le Français Clémenceau, fuyant les caméras. Le Britannique Lloyd George, les recherchant. Comme l'Italien Orlando. Pendant 6 mois, ils vont discuter les termes des traités imposés aux 3 vaincus, l'Empire d'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, qui n'ont pas été invités à la table des négociations. Mais les Allemands ont confiance en Wilson. Sa doctrine leur paraît modérée et devrait préserver l'essentiel, le territoire de leur patrie. Les Allemands redoutent surtout Clémenceau, obsédé par la sécurité de ses frontières avec son voisin germanique, plus peuplé et plus productif. Après 6 mois de discussion, les représentants de tous les pays qui ont participé à la guerre sont convoqués au château de Versailles. 28 juin 1919. Cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est un terrible anniversaire. 5 ans auparavant, exactement le 28 juin 1914 à Sarajevo, le prince héritier d'Autriche a été assassiné. C'est ce qui a déclenché
la Première Guerre mondiale. Le lieu aussi est symbolique, pas seulement pour les Français. C'est ici qu'en 1871, après la défaite de la France, a été proclamé l'Empire d'Allemagne et le monde a vu émerger la puissance germanique. C'est tout le sens de la revanche voulue par Clémenceau, qui a aussi fait placer devant l'entrée 4 gueules cassées pour recevoir les délégués allemands. Les Allemands arrivent à 15 h. Ils n'auront que quelques minutes pour signer. Au centre de la galerie des glaces, sur cette table, va être posé le traité. L'armée allemande sera réduite à 100 000 hommes, sans aviation ni artillerie lourde. Elle n'aura plus de colonies et une flotte réduite. Elle devra surtout verser une indemnité énorme pour l'époque, l'équivalent de 500 milliards d'euros. L'Allemagne perd 10% de son territoire. Pour la contenir à l'est, les Alliés ont voulu recréer la Pologne, dépecée au XVIIIe siècle, et lui ont donné un accès à la mer Baltique, en coupant en deux l'Allemagne, une dangereuse absurdité qui va rendre la paix impossible. Il est 15h15. Le traité de Versailles vient d'être signé. Les 4 grands vont maintenant saluer la presse du monde entier. Wilson dira plus tard: notre plus grande erreur, donner à l'Allemagne des raisons puissantes de vouloir prendre sa revanche. Des clauses excessives sont un germe de guerre. Nous nous rendons coupables d'injustice. Ce n'est pas l'avis de Clémenceau, il dit avec confiance: l'Allemagne paiera. Mais il est fatigué, il ajoute: ça a été plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. La vérité, c'est que l'ampleur du désastre a provoqué une sorte de sidération. Un autre grand esprit de ce temps, Paul Valéry, écrit en 1919. Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus, d'empires coulés avec tous leurs hommes et leurs engins. Mais ces naufrages n'étaient pas notre affaire. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. « 14 juillet 1919. Cette année-là, la fête nationale française célèbre la victoire, mais aussi l'écrasement de l'Allemagne par le traité de Versailles. C'est aussi, partout, la fête malheureuse des veuves. Beaucoup de survivants ont du mal à tourner la page. Dans une lettre, censurée par le contrôle postal, un soldat écrit: on ne fait pas la fête avec des millions de morts. Six mois seulement après la fin de la guerre, Clémenceau a voulu un défilé grandiose sur la plus belle avenue de Paris, les Champs-Élysées, de toutes les armées qui se sont battues pendant 4 ans. Pour couvrir un tel événement, le grand magazine américain de l'époque, Outlook, envoie son meilleur journaliste, Elbert Baldwin. Il écrit: la foule se presse. Les plus petits sont montés sur des chaises pour voir au-dessus des autres. Les gens sont sur des échelles, ils sont sur les toits. Un coup de canon retentit et provoque un cri immense. Voici Joffre, le vainqueur de la Marne. Foch, le commandant en chef des forces alliées. Voici le chef des troupes américaines, Pershing, l'air martial et sévère. Dans la foule,
quelqu'un crie « Souriez !» Et les Belges sourient. Ils sont plus décontractés. Mais les British sont les plus applaudis, surtout les Écossais. Et les gens hurlent en voyant les Japonais. Les Grecs, les Polonais, les Portugais bronzés. Les Serbes nerveux. Mais où sont les Russes? Pas les bolcheviks, mais l'allié qui avait sacrifié 2 millions d'hommes pour que ce jour puisse arriver. Et puis voici Pétain, sur son cheval blanc. Je ne le pensais pas si jeune, le héros de Verdun. Un auteur renommé, Robert de Flers, écrit dans le quotidien Le Figaro. Tous ces uniformes, de tous les pays, ont été teints d'une même couleur, celle du sang. Les mutilés, dont les bras et les jambes sont restés là-bas, trébuchent dans leur gloire. Après ce défilé à la gloire des vainqueurs, que deviennent les vrais vaincus? Les 8 millions d'invalides, de tous les pays en guerre, les amputés, les gazés, les choqués, les aveugles. Et ceux que l'on appelle les gueules cassées. Un éclat d'obus leur a emporté les dents, le nez, les yeux. L'infirmière suisse de la Croix-Rouge, Henriette Rémy, affectée à la chambre des officiers, témoigne. C'est ce que j'ai vu de plus atroce de ma vie. Dans une odeur répugnante, une vingtaine de monstres, d'hommes qui n'ont plus rien d'humain, avec des débris mutilés de visage. Henriette Rémy assiste à la rencontre de l'un de ses blessés et de son jeune fils, qui hurle en le voyant. Alors il pleure en disant « Je suis si horrible. Avoir été un homme et n'être plus que ça. La terreur pour mon enfant, la charge pour ma femme, la honte pour l'humanité. Laissez-moi mourir. » Il se suicide. Et celui-là, qui s'était marié en 1914, la veille de son départ pour la guerre, il écrit « L'image reflétée dans le miroir fait peur. Je hurle de désespoir. Plus de bouche, mais une gueule. Et de ma gueule béante ne sortent que des rugissements de fauves abois. » La guerre nous a légué des cimetières et des ruines, écrit Marcel Capy. C'est l'une de ces ouvrières qui, pendant 4 ans, ont remplacé les hommes dans les usines de munitions. Elles réclament en vain le droit de vote, déjà accordé aux femmes britanniques. Pire, elles sont licenciées des usines pour laisser la place aux hommes quand ils rentreront. Mais au moins, supplient-elle, que la paix revienne vraiment. Devenue militante pacifiste, Marcel Capy écrit « Les traités, dits de paix, sont en réalité des sources de conflits. Inspirés par la vengeance, ils ont fait de l'injustice un dogme et de l'Europe un chaos. Le traité de Versailles est une absurdité. » Ce traité de Versailles sera à la base des discours vengeurs d'Hitler, filmé ici pour la première fois en 1919 dans une manifestation d'extrême droite. Il n'est encore qu'un informateur anti-bolchevique pour l'armée. Mais il comprend tout le parti qu'il peut tirer de ce traité de paix impossible. Il écrira « Versailles est une honte.
Ce diktat signifie une spoliation inouïe de notre peuple. L'ennemi mortel de notre peuple, la France, nous étrangle impitoyablement. Hitler regarde autour de lui. Il ne voit que misère. Il dit que la honte et la haine deviennent, chez 60 millions d'Allemands, un torrent de flammes. Conformément aux dispositions du traité de Versailles, les Allemands doivent rapporter contre dédommagement toutes les armes qu'ils avaient pu garder. Ils voient leurs avions, leurs canons, détruits sur ordre des Alliés. Les chefs militaires allemands partagent cette humiliation de plus. Désormais à la tête d'une armée réduite, ils vont en faire un instrument d'élite pour la grande revanche contre la France et l'Angleterre. Ils tenteront sans succès de prendre le pouvoir, mais continueront à faire pression sur les gouvernements jusqu'à ce qu'ils trouvent dans Hitler l'homme idéal. Dès 1919, la croix gammée apparaît sur les casques. L'un de ses officiers, Ernst Junger, écrit « Ce n'est pas la fin, mais le début de la violence ». Le lieutenant Friedrich Wilhelm Heinz dit « Quand on nous avait dit que la guerre était finie, nous avions ri, parce que nous sommes la guerre. Sa flamme continue à brûler en nous. » La bonne société allemande soutient l'armée et soutiendra Hitler. Ceux qui ont fabriqué des milliers de mitrailleuses et des millions d'uniformes ont formé une élite de fortune toute neuve. Les Berlinois inventent pour eux le mot « Rafke », celui qui rafle l'argent. Ils côtoient l'extrême pauvreté. Ils s'étourdissent dans le cynisme. En France, les tranchées sont vides et les oiseaux ont recommencé à chanter. Mais les armées alliées ont beaucoup de mal depuis 2 ans à démobiliser 9 millions d'hommes. La censure postale militaire, toujours active tant que tous les soldats ne sont pas rendus à la vie civile, intercepte la lettre de l'un de ses oubliés. Il écrit « Il faut espérer qu'on va s'occuper de nous, après 4 années de souffrance. On va nous délivrer. On se dégoûte de plus en plus. À présent que la guerre est finie, qu'on nous laisse, nous qui vous avons sauvés, revenir à nos familles. Et leurs femmes retrouveront leur homme, comme l'a fait la plus grande vedette mondiale de la chanson de l'époque, Mistinguett. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. Les 5 millions de mobilisés français ont droit à un costume civil, ce qui s'avère impossible à fournir. Un essai de teinture des uniformes étant considéré comme ridicule, une indemnité équivalente à 40 € est alors versée à chacun. Beaucoup sont des paysans et retrouvent leurs champs. Comme dans tous les pays touchés par la guerre, les ouvriers ont plus de mal à retrouver du travail. Les femmes ont bien été chassées des usines, mais la production d'armement est réduite. Les industriels ne peuvent pas se reconvertir du jour au lendemain. Les plus grandes difficultés de démobilisation concernent les Australiens et Néo-Zélandais,
appelés les Anzacs. Ils traînent dans des camps de transit insalubres. Tous les soldats des autres continents et leurs officiers désabusés n'ont plus à tuer que l'ennui. Ils improvisent d'étranges spectacles comme cette mort qu'ils ont domptée dans les tranchées et qui maintenant les menace tous, avec l'épidémie mondiale de grippe dite espagnole, parce qu'elle semble venir d'Espagne. En fait, c'est une grippe aviaire qui fait 20 millions de morts, plus que la guerre elle-même, sur une humanité affaiblie par les privations et la misère. Le retour du soldat peut s'avérer très compliqué. Earl Sutherland, de Toronto, écrit à sa mère. « J'espère que vous ne me condamnerez pas pour avoir épousé une fille dont le père est allemand. Rosa est une fille très gentille et sérieuse et a été très aimable avec moi. S'il vous plaît, ne la condamnez pas avant de la voir. » Le lieutenant Arthur Lapointe, du 22e régiment canadien-français, retrouve le Québec. Il écrit « Je me sens le cœur débordé de joie devant cette terre que je n'avais jamais cru revoir. Une partie de sa famille est morte de la grippe. Sa voisine a perdu son mari à la bataille de Vimy en 1917. Le rapatriement s'achève. Une commission spéciale note. La plupart des hommes reviennent de la guerre dans une espèce de léthargie mentale. Ils ont été si longtemps astreints à la discipline militaire, nourris, habillés et habitués à obéir aux ordres, qu'ils ont perdu leur autonomie. La Commission canadienne des hôpitaux militaires n'hésite pas à déclarer « Ce que tout soldat invalide devrait savoir, c'est que le mot « impossible » n'est pas dans notre dictionnaire. Que le succès qu'il obtiendra plus tard dans son travail dépendra de l'énergie et de la constance qu'il aura montrée pendant sa rééducation. » « 478 000 Américains vont aussi quitter la France. Pas avant d'avoir été désinfectés et débarrassés de tous les parasites récoltés dans les tranchées ou autres endroits dangereux, comme les maisons closes. Mais c'est surtout le péril de la grippe espagnole qui obsède les médecins. Le regret des soldats noirs est visible. Ils ont été traités sans racisme par les Français et ils vont retrouver dans les États du Sud la ségrégation, avec en fer de lance l'organisation secrète du Ku Klux Klan qui multiplie les actions violentes. Dans les plantations de coton, l'esclavage n'est pas loin et les enfants chantent ce blues repris par Louis Armstrong. Personne ne connaît ma souffrance, sauf Jésus. Par contre, dans le nord des États-Unis, à New York, le retour des combattants noirs est une fête. Leur chef d'orchestre, James Reese Europe, écrit « Des hurrahs s'élèvent des fenêtres, des toits, de la rue, de partout. À mesure que le régiment avance, il est rejoint par les mères, les copines, les frères. Ils ont été surnommés les poilus de Harlem. Les Français les ont sortis des cuisines ou des garages où ils étaient plutôt affectés. Ils ont combattu héroïquement. Ils défilent sur la 5e avenue. Un des grands militants de leur cause, Marcus Garvey, proclame « Nous croyons qu'un noir doit avoir les droits et les privilèges de tous les êtres humains. »
le président Wilson est pour la ségrégation entre blancs et noirs. Alors qu'il défend, en dehors de l'Amérique, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Rentré aux États-Unis, il a entrepris une longue tournée pour mobiliser l'opinion publique en faveur du traité de Versailles. Wilson sait qu'à Washington, le Sénat est très réticent. Il sait que l'électorat d'origine allemande est déchaîné contre les clauses du traité, jugées infamantes pour leur ancienne patrie. Wilson sait aussi que les sénateurs sont hostiles au pacte fondateur de la SDN, la Société des Nations. Il oblige les États membres à se protéger les uns les autres. Cela pourrait entraîner une nouvelle intervention militaire américaine dont personne ne veut plus. Wilson tente de remonter le courant. Il dit « L'échec du soutien à la SDN briserait le cœur du monde ». Wilson s'épuise. Il finit par avoir une attaque cérébrale qui le laisse paralysé et muet. Que va faire le Sénat américain? S'il vote contre le traité de Versailles et contre la SDN, alors la paix sera-t-elle possible? En attendant la ratification américaine, l'urgence de l'Europe, c'est de se reconstruire. La Belgique et la Serbie sont très touchées, mais la France a été la plus détruite. Les départements du Nord et de l'Est sont complètement dévastés. Stefan Zweig écrit « Tous les chevaux de l'Apocalypse se sont rués. Révolution, famine, terreur, épidémie. Et par-dessus tout, cette peste qu'est le nationalisme, le poison de notre culture européenne. » La guerre a détruit le tiers de la richesse française. Les chiffres sont hallucinants. De villages rayés de la carte, d'obus non éclatés, de mines, de pièges, de champs contaminés par les gaz polluants. Il faut vider la terre de cet océan de poison. Dans le nord de la France, une besogne longue et surtout dangereuse. Comme en témoignent ces paysans qui doivent constamment se débarrasser des obus qu'ils trouvent dans leurs champs. Et ils peuvent reprendre leur vie, malgré tout, comme dans les siècles passés. Les Français vont obliger les prisonniers de guerre allemands à déminer le pays, au mépris des conventions de Genève, accords internationaux de protection de l'ennemi capturé. Ces malheureux sont encore 300 000 en France. Interné au terrible camp de Souilly, près de Verdun, le soldat allemand Helmut Kort écrit « J'ai l'impression qu'on me considère comme un criminel. D'heure en heure apparaît plus clairement le cynisme des Français et leur sentiment de haine envers nous. Ils veulent désormais nous faire payer. » « 22 105 prisonniers meurent dans les ruines ou simplement de faim. Mais les Français aussi souffrent. Sur les marchés, le prix des haricots et des pommes de terre est 4 fois celui d'avant la guerre. De riches Américains viennent au secours des Français, comme l'héritière d'une grande banque, Anne Morgan, avec le docteur Anne Murray Dyke, l'inspiratrice de cette première ONG. Elle fonde le Comité américain pour les régions dévastées. Elle repeuple les forêts anéanties par les obus. Elle transforme un château en dispensaire. Anne Morgan écrit à sa mère. « Nous faisons cela avec une telle joie.
Ici, nous sommes utiles. Ces gens ont vécu sous l'occupation allemande. Ils ont mangé des racines comme le bétail. Ils ont dormi sur le sol dans le froid glacial. Ils reviennent à la vie. « 6 millions d'orphelins errent dans toute l'Europe. Les petits Polonais, échappés par miracle aux multiples affrontements de leur pays, sont accueillis aux États-Unis. À Paris, les orphelins batailleurs de la butte Montmartre ne sont pas misérables parce que l'État français accorde à ses enfants le statut de pupille de la nation jusqu'à leur majorité. En Russie, leur nombre est incalculable, avec la guerre civile qui tue leurs parents. La victoire en 1922 des communistes va amener le goulag, les camps de concentration de Lénine, puis de Staline, et va jeter dans les rues d'autres orphelins qui deviendront les Black Noise, les petits assassins. La Grande-Bretagne est confrontée au même douloureux problème de la délinquance des orphelins. La solution est radicale. Un aller simple sur le premier bateau vers les fermes des vastes espaces de l'Ouest canadien. À Ottawa, le député James Woodworth souligne: ces enfants sont une main-d'œuvre à bon marché. Un Canadien sur 10 descend aujourd'hui de l'un de ces enfants déplacés. Et pour compléter cette politique, le Royaume-Uni exporte les femmes qui ont désormais du mal à trouver un mari. Ce surplus de femmes, des anciens auxiliaires de l'armée, sont en route désormais vers l'Australie. Comment les vivants vont-ils faire leur deuil? Un grand poète balte, Miloš, a exprimé ce qu'éprouvent les parents, les veuves, les enfants, en parcourant les interminables rangées de croix, d'étoiles ou de croissants. Il dit: « Ah, les morts, les morts, les morts, sautent au fond, moins morts que moi. » Beaucoup de familles cherchent à rapatrier leurs morts pour pouvoir se recueillir sur une tombe dans leur cimetière. Il faut d'abord déterrer les restes. Des unités spéciales de l'armée américaine sont filmées dans le détail de leur funèbre besogne. 230 000 corps sont ainsi rendus à leurs familles. Mais il reste encore en France, où sont la plupart des cimetières militaires, 700 000 tombes de soldats français et coloniaux, 750 000 tombes de soldats allemands, 300 000 tombes britanniques, dont 60 000 Canadiens et 34 000 Américains. Beaucoup, partout, tentent désespérément d'entrer en contact avec les esprits. C'est le spiritisme, très pratiqué depuis le XIXe siècle. Le chantre du spiritisme est alors un certain Léon Denis. Il écrit: « Les légions innombrables des âmes planent au-dessus de nous, avides de communiquer. Les morts des champs de bataille n'aspirent qu'à se manifester à ceux qu'ils ont aimés sur la terre. Mais ce n'est hélas, à chaque fois, qu'une escroquerie de plus. » Pour penser à ces morts, les honorer, réunir le peuple dans leurs souvenirs, chaque pays, chaque ville, chaque village doit avoir son monument aux morts. Il peut célébrer l'héroïsme dans le combat ou prendre une allure pacifiste, comme ce caribou de bronze, hommage aux 814 hommes de Terre-Neuve, alors dans l'Empire britannique, morts sans sépulture pendant la guerre.
monde entier, les sculpteurs travaillent jour et nuit pour faire face aux milliers de commandes de monuments aux morts. Une aubaine pour les artistes médiocres, une bonne affaire pour tous. Londres, 11 novembre 1920. Le roi George V et ses fils, les futurs souverains, ouvrent la première cérémonie en l'honneur d'un soldat inconnu. Dans ce cercueil reposent les restes d'un corps non identifié choisi au hasard, pour commémorer les 500 000 disparus sans sépulture et tous les morts de l'Empire britannique. Les Français avaient appris, un mois plus tôt, que cette cérémonie se préparait. Le gouvernement n'avait rien envisagé de pareil et la presse était indignée. Un député de gauche avait alors enregistré un discours vengeur, l'un des premiers filmés, avec le son. Prends ta place pour qu'on ne puisse pas reprocher à la patrie que tu as sauvée d'avoir oublié le plus humble de ses fils et le plus glorieux de ses héros, et pour que les mères qui pleurent et qui ne savent pas où pleurer puissent dire un jour en s'agenouillant devant ta tombe: oh mon petit, peut-être est-ce toi. Le soldat inconnu français repose sous l'arc de triomphe, avec au-dessus de lui une flamme éternellement ravivée. Ce symbole puissant est adopté par beaucoup de pays. En Belgique, le roi chevalier, Albert Ier, en fait une cérémonie d'union de son peuple. À Washington, le 11 novembre 1921, pour la cérémonie du soldat inconnu américain, est arrivé le maréchal de France Ferdinand Foch, qui fut le chef des armées alliées à la fin de la guerre. C'est le chef de la tribu des Crows, Plenty-Coups, qui avait été à peine 30 ans plus tôt l'allié des Américains dans les tragiques guerres indiennes, par hostilité à la tribu des Sioux. Au cimetière national d'Arlington, près de Washington, Plenty-Coups donne aux soldats inconnus un bâton à toucher l'ennemi, l'arme magique des guerriers indiens. Foch dit à l'ancien chef des forces américaines en France, le général Pershing: « Je veux voir les tribus du Far West. » Au Dakota du Nord, il rencontre le pire ennemi des Indiens Crows. C'est le chef Sioux, Tomahawk Rouge. Un comité d'accueil lui a remis un manteau de fourrure et un calumet de la paix. Le maréchal Foch reçoit alors le titre de charge-tonnerre. À Washington, le président Wilson, de plus en plus affaibli par son attaque cérébrale, est très atteint par le vote négatif du Congrès. Le traité de Versailles ne sera pas ratifié par les États-Unis. C'est le reflet de l'opinion publique américaine, profondément isolationniste. Ils ne veulent plus se mêler des affaires des autres. Ils ne veulent plus partir à la guerre. Zelda, la jeune épouse du romancier Scott Fitzgerald, décrit la femme de cette génération des années 20. Elle se réveille de sa léthargie adolescente, se fait une coupe au carré, met sa plus belle paire de boucles d'oreilles et une grande dose d'audace et de rouge à lèvres, et elle va à la bataille. Elle flirte parce que c'est amusant de flirter et porte un maillot une pièce parce qu'elle a une belle silhouette. Elle refuse de s'ennuyer parce qu'elle n'est pas ennuyeuse. Elle fait les choses qu'elle a toujours voulu faire. Mais le bonheur est fragile. En refusant de signer le traité de Versailles, le Sénat des États-Unis a mis en péril l'autre rêve de Wilson, la Société des Nations. La SDN s'est pourtant installée dans le pays de la neutralité, la Suisse, au bord du lac de Genève. Mais sans l'Amérique, cet ancêtre de l'ONU,
assemblée de la plupart des pays du monde, pourra-t-elle maintenir la paix? Les différents traités qui ont suivi celui de Versailles vont déclencher des conflits sans fin. Les traités de Saint-Germain-en-Laye de 1919 et du Trianon de 1920 ont fait éclater l'Empire austro-hongrois en créant de nouveaux États comme une Autriche réduite, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et en remodelant la Hongrie et la Roumanie. Le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a pas vraiment été respecté. Allemands désormais en Pologne ou en Tchécoslovaquie, Hongrois en Roumanie, Croates en Yougoslavie. L'Empire austro-hongrois réunissait tous ces peuples dans une paix relative. De la même manière, l'Empire ottoman empêchait les tribus arabes de se déchirer entre elles. Mais au traité de Sèvres, le 10 août 1920, cet empire ottoman, lourdement puni pour avoir soutenu les Allemands, est ramené à ce qu'est la Turquie d'aujourd'hui, moins l'enclave grecque de la ville de Smyrne. Le Proche-Orient est redessiné par l'Angleterre et la France. Les Français ne cherchent qu'à agrandir leur domaine colonial, en faisant main basse sur la Syrie et le Liban. Les Britanniques créent des pays nouveaux, la Transjordanie devenue Jordanie, la Palestine et surtout l'Irak, qui leur permet de contrôler le pétrole. Wilson avait soutenu la création d'un État kurde et pendant quelques mois, il a bien existé, puis a disparu, balayé par les Turcs. En Palestine, à Jérusalem, les Juifs ont été chassés par les Romains, il y a 2000 ans. Les Arabes sont alors 600 000 et voient d'un mauvais œil des Juifs persécutés d'Europe centrale et de Russie émigrer vers la terre promise dans le mouvement sioniste de la fin du XIXe siècle. Pendant la guerre, les Britanniques, comme le célèbre colonel Lawrence, qui apparaît ici pendant les discussions du traité de Sèvres, avaient fait des promesses aux Arabes en échange de leur soutien contre les Turcs, comme l'arrêt de l'immigration juive. Mais Lawrence d'Arabie avait été manipulé et les engagements ne seront pas tenus. Les Britanniques autorisent la création d'un foyer national juif qui deviendra, 3 décennies plus tard, l'État d'Israël. Son premier président, Chaim Weizmann, appelle à l'immigration. Il dit « Il faut rendre la Palestine aussi juive que l'Amérique est américaine et l'Angleterre anglaise. » C'est le début d'une guerre sans fin. En 1920, dans la Turquie vaincue, à Constantinople, l'actuel Istanbul, la situation est tendue. Les Alliés occupent toujours la ville et une partie du pays, inacceptable pour les nationalistes. Ils s'insurgent. À leur tête, le général Mustafa Kemal, qui avait résisté en 1915 à un débarquement britannique et français. Ce glorieux militaire refuse le traité de Sèvres et la perte de la ville de Smyrne. Il dit « Si nous cédons à toutes les exigences des Alliés, il ne sera impossible de les arrêter. » Mustafa Kemal lève une armée de volontaires et combat pendant 2 ans les Alliés et les Grecs pour récupérer les territoires qu'ils occupent. Le 9 septembre 1922, son armée entre dans le dernier bastion occupé par les Grecs, Smyrne. La ville est incendiée. Les Turcs veulent se débarrasser des Grecs,
mais aussi de toutes les minorités non musulmanes et surtout des Arméniens. Rares sont ceux qui peuvent s'échapper et embarquer pour l'exil en Europe. À Genève, la Société des Nations, la SDN, si elle a échoué à empêcher les guerres et les massacres, réussira le sauvetage de millions d'êtres humains. Grâce à un homme hors du commun, Fridtjof Nansen, un explorateur polaire norvégien devenu haut-commissaire aux réfugiés, qui recevra le prix Nobel de la paix. Il crée le passeport Nansen, précieux document pour tous ceux qui n'ont plus de patrie, comme le peintre Chagall ou le compositeur Stravinsky, et leur permettent de franchir les frontières. 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants deviennent des réfugiés de la paix. Ils sont nombreux à vouloir rejoindre les États-Unis. Et ils se retrouvent tous à Cherbourg, au nord de la France, un goulot d'étranglement. Les Français viennent de construire le célèbre Hôtel Atlantique, un centre de transit pour les émigrants, avec tout un dispositif de contrôle médical et administratif. Et le grand voyage peut commencer. L'Amérique a toujours accueilli les naufragés du monde, les Irlandais, les Italiens, les Juifs. Au pied de la Statue de la Liberté, sculptée par un Français, Auguste Bartholdi, sont gravés quelques vers de la poétesse juive Emma Lazarus. « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, envoyez-moi ces déshérités rejetés par la tempête. » À Montréal, 30 000 Juifs manifestent pour alerter l'opinion sur le sort des malheureux restés en Ukraine. « 100 000 Juifs ont été assassinés, pris au piège de la guerre civile entre les Blancs, les tsaristes et les Rouges, communistes. » Les Rouges, les bolcheviks, finissent par l'emporter après 4 années de lutte, parce qu'ils sont encore plus impitoyables que les autres. 22 décembre 1922, une date. La Russie devient l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Une énorme partie de la planète devient communiste. Toute son économie s'est effondrée. Les récoltes ont été réquisitionnées pour nourrir les soldats. La première grande famine de 1922 fait 5 millions de victimes. L'aide humanitaire afflue du monde entier. Un membre de la mission américaine qui sauvera des milliers de vies, William Shafrot, raconte. Les gens sont contraints de manger des herbes mélangées avec des eaux broyées, des écorces d'arbres et de la vase, ainsi que des chevaux, des chiens, des chats, des rats et la paille des toits. J'ai vu de petits squelettes exténués, au visage décharné et aux jambes comme des cure-dents. Tous les jours, une dizaine d'entre eux meurent. L'odeur est nauséabonde. À la fin de la guerre civile, 1 500 000 Russes ont réussi à s'enfuir de leur pays. 400 000 de ces Russes blancs se sont installés à Nice, sur la Riviera française, ou à Paris, dans les beaux quartiers. Ceux qui ont sauvé leur fortune peuvent vivre comme des rois, c'est le cas de le dire. Le prince Yusupov, qui fut l'un des assassins de Raspoutine, le sombre conseiller du tsar Nicolas II, écrit « Comment ne pas avoir confiance en Paris, qui sait si bien égayer l'étranger de son sourire ?»
le prince a un amant, le jeune grand-duc Dimitri, qui vit, de son côté, avec une créatrice de mode déjà célèbre, Coco Chanel. Lorsqu'elle veut lancer son 5e parfum, Dimitri lui fera adopter la forme de la flasque de vodka des officiers russes. Mais il n'y a pas que de riches aristocrates confiés dans les souvenirs et la dévotion au dernier tsar. Yusupov note, dans ses mémoires, « On voit naître un peu partout des entreprises russes, restaurants, magasins, de nouvelles églises orthodoxes avec leurs écoles et leurs maisons de retraite. Paris devient le centre naturel de l'émigration. Les généraux du tsar et les anciens officiers de la garde impériale, ne connaissant que l'art militaire, mais sachant conduire, deviennent chauffeurs de taxi. Ils feront longtemps partie du folklore parisien. Le dernier prendra sa retraite en 1970, à 92 ans. Les Russes blancs, comme ce chauffeur de taxi, voient avec inquiétude l'influence soviétique grandir dans le monde. La tension sociale, née des folles dépenses de guerre, a entraîné partout l'adhésion au Parti communiste, porteur d'un projet généreux, comme à Londres, à Berlin, à New York, à Milan ou à Rome. Le chef communiste italien Antonio Gramsci revient de Moscou et s'impose comme l'un des premiers théoriciens marxistes. Il dit « Vivre, c'est être partisan ». Face aux communistes italiens, les anciens combattants se sont d'abord rassemblés derrière un poète grandiloquent, un héros de la guerre, Gabriele D'Annunzio. Il avait dénoncé le traité de Versailles parce que les Alliés, en redessinant l'Europe, avaient attribué à la Yougoslavie, la Dalmatie et la ville de Fiume, des territoires peuplés d'Italiens. Gabriele D'Annunzio avait dit « C'est notre victoire mutilée ». Il avait lancé sa milice en déclamant « Italie, voici ton heure, des années merveilleuses. J'entends le tonnerre des aigles qui, de toutes leurs serres, déchirent la nuit. » Gabriele D'Annunzio avait réussi à s'emparer de la ville de Fiume. Mais l'armée régulière l'en avait chassé avec des égards. Cette tragicomédie, pour le communiste Gramsci, est une nouvelle preuve de la décadence de l'État bourgeois. Il dit « Le vieux monde se meurt, le monde nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Le monstre, c'est Benito Mussolini. Son épouse, Rachele, écrit « Il avait des yeux phosphorescents, des yeux perçants, vifs. Ses pupilles semblaient lancer des éclairs. Il en était conscient. Ses yeux exerçaient sur tous un pouvoir incroyable. » Mussolini a d'abord été un journaliste socialiste. Il est devenu nationaliste avec la guerre. Il crée dès 1919 le mouvement fasciste, du nom de l'organisation de ses militants, en faisceau de combat. Mussolini va se servir du prestige de Gabriele D'Annunzio. Il va tout copier. Les chemises noires, le salut romain et le poignard levé. Le cri « A noi, a noi, à nous, à nous ». Mais Gabriele D'Annunzio avait 2500 hommes en 1919. Mussolini en a 300 000 en 1922. Avec ses slogans populistes, Mussolini rassemble les anciens combattants, les invalides, les chômeurs, les classes moyennes et même les esprits les plus limités qui ont du mal à faire le salut fasciste. Et à tous les laissés pour compte qui écrivent sur les bandages
après les bagarres, me ne frego, je m'en fous. Mussolini promet de rétablir l'ordre et il leur donne une arme, la canne de bois, pour tabasser les communistes et mettre le feu à leur maison du peuple. Mussolini dit « Je rétablirai la discipline dans les usines ». Ce qui plaît aux grands industriels comme Agnelli, le fondateur de Fiat, ou Pirelli, le fabricant de pneus. Mussolini, pour s'assurer une légitimité populaire, organise le 28 octobre 1922 une démonstration de force pompeusement appelée la Marche sur Rome. Lui arrive tranquillement par le train de Milan. Il a échangé sa chemise noire contre un costume cravate, censé être plus rassurant, au milieu de ces hommes de main fascistes. Le roi Victor Emmanuel III lui offre le pouvoir, pour le plus grand malheur du peuple italien. Avec la bénédiction de l'Église, une maîtrise de la propagande et la mise en place de camps de concentration, Mussolini assure un régime autoritaire anticommuniste. Dans cette année 1923, en Allemagne aussi, les anciens combattants s'unissent autour de leur chef de guerre, le général Ludendorff, désormais associé au chef du parti nazi, Adolf Hitler. Hitler dit « Nos gens sont soumis à une telle misère que si nous n'agissons pas maintenant, ils vont passer chez les communistes. » Les Alliés vont largement aider Hitler en accumulant les maladresses, comme l'occupation belge et française de la région minière de la Ruhr, pour récupérer du charbon en guise de réparation. Ce qui entraîne une crise économique, une inflation démente. En faisant marcher la planche à billets à toute allure, le mark se déprécie d'une manière affolante. Les Allemands doivent payer une miche de pain, 460 milliards de marks. Une jeune Allemande de 13 ans, Irma Lang, raconte « Lorsque notre père revient avec son salaire à la maison, nous partons tout de suite en courant le dépenser, sinon, en un rien de temps, il n'aura plus de valeur. » Entre les Allemands de la Ruhr et les occupants français et belges, la pression monte. Le 10 mars 1923, un officier français gifle des Allemands qui ne se découvrent pas devant le convoi funéraire de la victime d'un attentat. Ce terreau pousse Hitler à tenter de prendre le pouvoir le 9 novembre 1923. Mais l'armée et la police restent fidèles à la République allemande et le putsch échoue. Hitler se retrouve en prison, provisoirement. Stefan Zweig reflète l'opinion générale quand il écrit « Ainsi, dans cette année 1923, disparurent les croix gammées, les troupes d'assaut, et le nom d'Hitler retomba dans l'oubli. » Mais Zweig se trompe lourdement. De sa cellule, Hitler va préparer sa revanche. Il écrit son livre « Mein Kampf, mon combat », manifeste de haine contre le traité de Versailles et la France. La menace totalitaire est réelle. En Espagne, le général Primo de Rivera, inspiré lui aussi par Mussolini, prend le pouvoir le 23 septembre 1923
et instaure un régime dictatorial. Ce coup d'État militaire réjouit un certain Francisco Franco, qui festoie en famille. Repéré pour sa discipline et sa férocité, à 33 ans, il sera le plus jeune général d'Europe et le prochain dictateur de l'Espagne. En 1921, il est l'un des chefs de la fameuse Bandera, la Légion étrangère espagnole, chargée de maintenir l'ordre dans le Rif, l'une des zones du Maroc contrôlée par l'Espagne. Les Français dominent le reste du pays. Pendant la guerre mondiale, la surexploitation des mines de fer de la région pour approvisionner les usines d'armement françaises avait soumis la population marocaine à une telle pression qu'elle se révolte. Un chef nationaliste se révèle au monde arabe. Il s'appelle Abdelkrim. C'est un fin lettré, d'une 50aine d'années. Il a réussi à unifier les tribus autour de lui. Il commence par infliger une défaite cuisante aux Espagnols, à la bataille d'Anoual, le 21 juillet 1921. « 20 000 Espagnols sont vaincus par les tribus du Rif. 13 000 sont tués ou blessés. Les survivants refluent en désordre. Les Français interviennent aux côtés des Espagnols. Est-ce le début de la fin de la colonisation? La guerre du Rif préfigure toutes les horreurs du futur. Ici, un soldat marocain de l'armée espagnole a décapité son frère insurgé. C'est l'escalade des atrocités dans les deux camps. Français et Espagnols emploient les grands moyens, comme les bombardements. Certains sont au fameux gaz moutarde, déjà utilisé par les Allemands en 1917. Le débarquement de force sur les arrières de l'ennemi et l'utilisation de chars d'assaut finissent par entraîner la défaite d'Abdelkrim. Il se rend aux Français le 27 mai 1926. La reddition d'Abdelkrim est filmée pour être montrée dans les cinémas avec ce commentaire qui se veut rassurant. La guerre du Rif inspirera tous les conflits de décolonisation en Afrique et dans le reste du monde. Elle marque aussi un tournant décisif. Désormais, le monde va se structurer autour d'un nouvel affrontement. Les hommes ont perdu leurs repères religieux et leur identité pendant la guerre. Ils trouvent dans l'engagement politique une promesse, un projet, une vocation. 1926. La fièvre fasciste monte partout, comme ici en Angleterre. La fièvre communiste monte partout, même à New York. Les États-Unis tentent d'expulser leurs communistes. Ils auront droit à un aller simple pour la patrie du socialisme sur ce bateau rebaptisé l'Arche des Soviets. En plus de la peur des rouges, les Américains sont soumis à la prohibition. En interdisant l'alcool, les conservateurs veulent moraliser la société en pleine effervescence. C'est la traque sans fin des contrebandiers de tous les alcools possibles, distillés au Canada ou sur place. La police américaine détruit tout cet alcool en employant les grands moyens.
La prohibition profite à une mafia italo-américaine qui prend pied sur le continent américain. Al Capone entre dans l'histoire du gangstérisme. Les Américains s'étourdissent. Les rythmes du jazz inventent de nouvelles danses comme le charleston. Ils veulent tout oublier pour ne plus penser. L'écrivain américain John Dos Passos prédit: le XXe siècle sera américain. La pensée américaine va le dominer. Le progrès américain va lui donner de la couleur et de la direction. La régénération du monde, physique et morale, a commencé et les révolutions ne reculent jamais. Le jazz a traversé l'Atlantique. À Paris, Joséphine Baker donne le ton. Lorsque l'écrivain français Jean Cocteau la découvre, il s'écrie: l'érotisme vient de trouver son style. Ce sont les années folles de Montmartre ou de Montparnasse. Paris est une fête sera le titre du dernier livre d'Ernest Hemingway. Il écrit: vivre à Paris, c'était comme si l'on vous avait fait don d'un trésor. À Berlin aussi, les rythmes du charleston résonnent partout. Stefan Zweig écrit dans son livre « Le monde d'hier ». Tandis que fondait la valeur de la monnaie, toutes les autres valeurs se mettaient à glisser. Une époque d'extase enthousiaste, mélange unique d'impatience et de fanatisme. Tout ce qui était extravagant et incontrôlable connaissait un âge d'or. Dans la folie ambiante de ces années d'après-guerre, les uns voudront se sentir vivants pour enfouir à jamais le souvenir du désastre et de la mort. Les autres attendront Hitler pour mettre fin au traité de Versailles, en réarmant l'Allemagne. Les crises financières affaibliront les démocraties et une autre guerre mondiale, qui était impensable, puis menaçante, pourrait devenir inévitable. Pourtant, après le 11 novembre 1918, les uns et les autres ont montré leur formidable capacité à revivre. Mais sauront-ils se battre pour que la prochaine guerre soit enfin la dernière? Sauront-ils préserver la paix ?